La route domine le secteur des transports en Europe et l'omniprésence des camions pose de nombreux problèmes. Congestion des grands axes, des régions urbaines, pollution, nuisances sonores, accidents. Alors, face à ces flux de marchandises qui vont encore augmenter avec le prochain élargissement vers l'Est, l'Union européenne a publié en septembre 2001 un livre blanc des transports. Que dit-il ? Voici l'Union européenne et ses principaux axes de transport. Là, les transports routiers représentent 44% du trafic des marchandises et 79% du trafic passager. Sur les courtes distances, le transport routier est plus rapide, plus souple, mais aussi plus polluant et plus dangereux. Cela exprime simplement un déséquilibre entre la route, le rail et les voies navigables. D'où les projets de transport combinés, dont le ferroutage. L'idée là est simple, il s'agit de charger les camions sur des trains. Or, l'Union européenne n'est vraiment pas en avance sur ce projet de ferroutage. Alors voyons comment procède un pays, justement non membre de l'Union, la Suisse, obligé de montrer l'exemple, puisque situé au cœur des Alpes, c'est-à-dire un point nodal entre le nord et le sud de l'Europe. 4500 camions franchissent tous les jours le col du Saint-Gothard et le canton d'Uri, où il débouche, reste l'un des cantons les plus pollués de la Suisse. Alors pour limiter le passage des camions par les vallées, les Suisses perçoivent une taxe sur les poids lourds qui traversent le pays. Et le ferroutage est inscrit depuis 1994 dans la Constitution suisse. Ce système de transport continue de se développer avec la construction d'un nouveau tunnel au Saint-Gothard pour la liaison Zurich-Milan et d'un autre à travers le Lötschberg pour la liaison Berne-Milan. On constate en fait que ce système a des conséquences sur la France et l'Autriche voisines qui récupèrent une partie des poids lourds qui veulent franchir les Alpes sans payer les taxes. Donc pour être efficace, le ferroutage doit être mis en œuvre par l'ensemble des pays concernés. Sinon, le trafic se reporte simplement d'une vallée à l'autre et le problème des nuisances et de la saturation reste entier. Alors des projets existent dans l'Union européenne et le sommet de Essen en 1994 avait proposé 14 grands projets d'infrastructure. Or, à ce jour, 3 seulement ont été réalisés. Le pont de l'Øresund, le nouvel aéroport de Milan, la liaison ferroviaire entre Cork et Belfast en Irlande. Les autres sont en cours ou bien reportés. Alors pourquoi ? Eh bien, les financements n'ont pas été débloqués, les projets transfrontaliers ont été mis de côté, et il faut rappeler que les décisions en matière d'infrastructure sont prises par les États, ce ne sont pas des décisions communautaires. Prenons l'exemple du projet de double ligne grande vitesse ferroutage entre Allemagne et Italie. Cette ligne devait relier Berlin à Vérone en passant par le col du Brenner et ce projet est en panne. Parce qu'il y a 3 pays concernés, Allemagne, Autriche, Italie, qui doivent tomber d'accord pour financer le projet. De plus, ces 3 pays n'ont pas le même système d'électrification. L'Allemagne et l'Autriche font rouler leurs trains avec du courant alternatif et l'Italie avec du courant continu. Et puis ce projet implique un nouveau tunnel au col du Brenner, ce qui est coûteux. Or, il y a urgence car la vallée du Tyrol est totalement saturée. Conséquence en chaîne, report du trafic des poids lourds vers la Suisse. Qui a donc intérêt à la construction d'un nouveau tunnel au col du Brenner ? L'Union européenne demande donc sa participation au financement du projet, d'où des négociations supplémentaires, la Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne. Alors ces difficultés et ces délais ont conduit l'Union européenne à publier en 2001 un livre blanc des transports. Alors les priorités dégagées sont les suivantes. D'abord, les percées alpines avec ce nouveau tunnel au col du Brenner, un nouveau tunnel ferroviaire entre la France et l'Italie pour améliorer la liaison Lyon-Turin, ensuite le passage des Pyrénées, en réhabilitant la voie ferrée au col du Somport entre Pau et Saragosse. Plus de 15 000 camions traversent les Pyrénées tous les jours en les contournant par l'est ou par l'ouest, et puis le trafic augmente de toute façon de 10% par an.
Pour les liaisons Est-Ouest, le livre blanc propose une ligne combinant TGV et ferroutage entre Stuttgart et Vienne, pouvant être prolongée vers Budapest puis Bucarest en vue du prochain élargissement de l'Union européenne. Et maintenant, pour les liaisons nord-sud, il existe un projet de pont entre le Danemark et l'Allemagne. Alors l'idée du livre blanc serait donc de transformer les réseaux ferroviaires existants en corridors de ferroutage pour délester les autoroutes des poids lourds. Les grands axes de transport européens deviendraient ainsi plus ferroviaires que routiers. Alors on le déduit, la coopération transfrontalière en matière d'infrastructure n'est pas simple. On peut évoquer aussi le rôle des groupes de pression représentés à Bruxelles, à savoir les lobbies des pétroliers, des constructeurs automobiles, des travaux publics, des transporteurs routiers ou même celui des usagers, des automobilistes. Et certains lobbies sont particulièrement actifs, comme le syndicat des transporteurs néerlandais NIWO. Alors pour le moment, le ferroutage n'est pas compétitif par rapport à la route, il est plus lent et il est plus cher. C'est pour cela que le livre blanc évoque l'option des voies fluviales. Sur la carte, on voit maintenant les grands fleuves navigables, le Danube, l'Elbe, le Rhin, la Seine, le Rhône, le Pô, reliés par des canaux, surtout en Europe du Nord et en Allemagne. Les péniches y transportent des pondéreux, du charbon, du sable, des matériaux de construction, des produits agricoles, mais aussi de la haute technologie. Les éléments des fusées Ariane construits en France sont chargés au port de Limay et transportés en péniche sur la Seine jusqu'au Havre, avant d'être acheminés en Guyane par bateau. Le réseau est fiable, économique, peu polluant, peu bruyant, et pourtant il est sous-utilisé. Seulement 4% du trafic de marchandises qui transite par les fleuves et les canaux. Alors c'est dommage, car une barge peut porter 110 camions. Alors comment explique-t-on cette faible utilisation? D'abord, le transport est lent, les ruptures de charge importantes, et le réseau lui-même n'est pas unifié. Les petits canaux du nord de la France sont limités à 400 tonnes de fret par péniche, alors que sur le Danube, en aval de Belgrade, une péniche ou un train de péniche peut transporter jusqu'à 27 000 tonnes de fret. Du coup, certaines liaisons ne sont pas fonctionnelles. C'est le cas du canal Rhin-Rhône, qui n'a pas été achevé. Il a été à nouveau enterré en 1997 parce que trop coûteux et parce que détruisant l'écosystème fluvial. Dernière option envisagée par le livre blanc, les plateformes multimodales. Elles permettent de passer de la route et du rail vers les zones portuaires comme Rotterdam, Anvers, Le Havre ou les ports espagnols. Pour transporter 470 camions par voie maritime, on a besoin d'un seul porte-container de 135 mètres de long sur 17 mètres de large. Alors pour favoriser ce cabotage maritime de plateforme en plateforme, il existe le projet Marco Polo pour lequel 30 millions d'euros par an sont prévus. Ceci afin de contourner les goulets d'étranglement que sont les Alpes et les Pyrénées et une fois encore tenter de diminuer le nombre de camions. Alors les intérêts en jeu sont considérables. Ils concernent le développement économique des régions. Faut-il tenter de mieux desservir les régions périphériques ou en difficulté, ou bien améliorer la desserte du cœur économique de l'Europe? Et puis les enjeux concernent directement notre cadre de vie, notre qualité de vie. La situation est peut-être en train d'évoluer. La saturation, les accidents, les mauvaises conditions de travail des transporteurs routiers, tout cela joue peut-être en faveur des autres modes de transport. Or, c'est bien la construction politique européenne qui est ici en jeu. Le prochain élargissement de l'Union vers l'Est donne maintenant à ces questions un poids nouveau. Mais évidemment, c'est la vision et le courage politique qui sont indispensables. Doivent-ils être nationaux ou européens ?